C'est parti. Bon, bah, donc voilà, bonsoir messieurs. Donc nous sommes Radio Walizka en direct du festival. Comment ça s'appelle déjà Festival Skrzyżowania Kultur. Voilà, mais c'est mon polonais pas encore très bien au niveau de la prononciation, donc voilà, c'est. Moi je suis bilingue en fait, donc c'est facile. Bon courage. Ah merci. C'est toujours difficile quand on arrive quelque part et je comprends complètement ce que c'est pour être resté des fois, avoir travaillé 3 semaines, 1 mois à un endroit. C'est pas assez suffisant pour parler vraiment bien la langue, mais on est obligé de se débrouiller vite parce que les gens veulent qu'on travaille. Donc en musicien, c'est comme ça que j'ai appris un peu le portugais au Brésil. À force de traîner tout le temps, je commence à parler pas mal en fait. Moi c'est facile vu que je suis bilingue, mais Noé ça fait 7 ans qu'il est là et puis je trouve qu'il se débrouille super bien en polonais et de mieux en mieux quoi. Mais, L'accent est un peu compliqué, mais voilà Il quoi. parlait pas français quand on s'est connus. Oui. Ah ouais Oui, bien oui. En fait, c'est grâce à mes amis que je parle comme ça. Sinon, là, je ne vais pas faire l'étude pour maîtriser la langue. Donc, là, c'est juste avec des amis que j'ai beaucoup appris plein de choses. Ouais. Très impressionné parce que des fois on avait les interviews à la radio en France et les gens ils me disaient ouais mais Balaguer il est bizarre, il aime pas parler et tout. J'étais là mais vas-y parle Bambara toi parce que lui je lui ai dit lui il travaillait à 13 ans, il était dans l'orchestre national ensemble instrumental donc comme il travaillait, il a jamais été à l'école, donc comment veux-tu qu'il apprenne le français? Le français, les gens le parlent quand ils vont à l'école au Mali, mais sinon lui il parle bamané, il parle plein de langues, il parle d'autres langues qui sont parlées au Mali. Mais quand on s'est connus, on parlait bien, évidemment il parlait quand même français, mais maintenant on fait les interviews et il est complètement fluide et j'admire parce que moi je suis pas aussi bon en bambara que lui il est en français quoi. Parce qu'on a vu, ouais, vous êtes rencontrés sur un festival de jazz à Amiens, c'est ça? Ça, bravo. Il y a, ouais, j'ai lu ça sur une interview il y a pas longtemps. Ouais. Et ça s'est passé comment Oui, en fait, à Amiens, ils jouaient avec Boumcello. Ouais. Donc moi j'étais là-bas et donc là j'ai suivi leur concert. Après le concert, je l'ai contacté en disant, elle expliquait les projets. On dit les projets, mais la rencontre. Bon, après, comme là j'ai fait beaucoup de fois sur la France, donc on a essayé d'échanger de coordonnées à chaque passage. Donc je viens chez lui. C'est vous qui avez initié la Voilà, rencontre et puis le projet musical. Voilà. Ok. Donc là on a essayé de construire, pas pressé, mais quand même on était patient derrière. Donc du coup. Mais avant la rencontre avec Vincent, vous avez participé à d'autres projets qui étaient en rapport avec une culture musicale un peu différente ou pas? Oui, en fait, j'ai commencé d'abord au Mali parce que moi j'aime bien découvrir plein de choses. Donc là j'ai fait plein de fois et en Afrique. Donc j'ai dit là je vais faire aussi l'international. Donc c'est de là que là, c'est ça qui m'a facilité aussi de faire et de faire des connexions bien précises. D'accord, et le violoncelle, c'était une idée bien précise ou vous avez vu Vincent jouer et vous vous êtes dit ok ça peut coller avec ce que je fais? Non, la première fois que j'ai vu violoncelle, donc c'était en Grèce. Il y avait des projets avec Rosdeli. Donc là c'était pas longtemps mais quand même là j'ai vu les sons, donc ça m'a beaucoup plu parce qu'au Mali on ne connaît pas toutes les familles. Et toutes les familles d'instruments européennes. Donc là, au Mali, nous, on connaît le violon et puis la contrebasse. Mais violoncelle, alto, donc c'est grâce à que j'ai connu, donc là j'ai connu beaucoup de détails. Donc du coup, là je dis à cet instrument, et quand même, ça peut faire, si tu trouves quelqu'un qui est intelligent, qui a l'oreille musicale, donc ça peut faire du bolon. Et du violon chez nous là, qui s'appelle Sokou. Et puis ça peut donner aussi les sons du Gambri. Là le Gonimba basse, là c'est les prises. Donc l'idée là c'était ça. Donc quand je trouve quelqu'un bolé et réuni à 5-6 musiciens, donc tous les deux on peut faire plein de choses. Donc l'idée c'était ça pour moi. D'accord. Et vous aviez dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois que vous êtes là. Vous étiez avec une radio il y a quelques années, c'est ça? Radio nationale, ouais, radio polonaise, Polskie Radio. Radio, Ouais. Dans une très belle salle en bois, magnifique, la grande salle.
On était invités à peu près des gens qui ont à voir avec le festival, je pense cette dame incroyable. Et on a joué déjà à Wrocław aussi. Wrocław. Wrocław. C'est ça. Et c'était bien aussi, dans un super théâtre. Donc moi j'avais déjà joué à... Balaké, t'avais déjà joué... Il avait déjà joué à la radio Avec Cassé Madio aussi. D'accord. Et avec Marianne Faithfull, moi j'avais joué à Lublin. Ah, d'accord. En duo, ouais. Donc je suis déjà allé souvent... Connu de la Pologne, quoi. Ouais, mais on fait l'aller-retour à chaque fois, c'est ça qui est terrible. Mais quand même, c'est ça qui est bien dans le métier de musicien, tu restes jamais longtemps sur place, sauf si tu enregistres un album ou tu restes avec... Souvent tu restes une nuit. Et par contre on rencontre plein de gens et moi j'aime bien parler avec une ou deux personnes à fond dans une journée. Souvent j'apprends plus de choses que des groupes organisés qui restent une semaine mais qui font trop de choses. Parce que toi tu restes dans un quartier, tu as le temps de voir les gens, de te poser. Nous on bouge pas beaucoup, on est très casanier. Donc si par exemple on est dans le centre, on va vraiment traîner et sentir des vibrations d'ici. Si on est dans un quartier excentré, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps aux États-Unis, dans des banlieues, mais des fois on est dans des banlieues paumées, on va vraiment voir comment on arrive à survivre, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut manger dans une banlieue américaine difficile. On a fait ça aussi, et des fois on est dans des super endroits où tout est touristique, et des fois on est dans des endroits où c'est perdu dans les universités, tu vois. Et Varsovie, vous avez visité un peu ou pas parce que par exemple il y a plutôt. Par exemple, il y a le quartier de Praga qui est super typique et où vraiment on peut ressentir la culture polonaise et une espèce d'émergence artistique dernièrement, justement avec plein de musique. Donc je me demandais si vous aviez l'occasion de y faire un tour. Mais la prochaine fois que vous venez, franchement, je vous conseille, quoi. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, quoi. C'est sûr. Après, on a des connexions polonaises, artistiques. Depuis longtemps par plein d'échanges, mais on ne connaît pas la situation exacte des jeunes qui travaillent ici aujourd'hui. Mais après, par contre, moi j'ai plein de copains musiciens qui sont polonais, qui vivent en France, qui repartent, des musiciens classiques, des musiciens de jazz, des musiciens d'électro, des mecs de hip-hop. Justement, je me demandais parce que moi je suis polonais, mais j'ai passé toute ma vie quasiment en France. J'habite ici depuis 7 ans, et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à la culture polonaise, et j'ai découvert que c'était extrêmement riche, notamment d'un point de vue musical. Et puis je me demandais si des artistes comme vous connaissiez un petit peu avant un petit peu de musique qui vient de Pologne ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes, par exemple de jazz. Le Polish jazz, c'est dans les années 80, c'est quelque chose qui est très 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 riche. Donc je me demandais si vous connaissiez déjà ça avant ou pas du tout. Oui, moi je connaissais les scènes de jazz underground avec Zbigniew Sefer et tout ça. Enfin, c'est des gens qui étaient dans les années 70, au moment où c'était vraiment difficile de faire du jazz ici. Il y avait un très bon jazz comme dans les pays de l'Est, il y avait tout même. Il y avait les débuts des musiques psychédéliques, tout ça. Après, moi je viens de retrouver un ami d'enfance qui est un peu comme vous, qui est venu au concert, que je ne savais pas que j'allais le voir. Ça m'a touché parce qu'on était à l'école primaire ensemble, et il vit maintenant, il est réalisateur de films, il s'appelle Raphaël Lewandowski, et en fait il est réalisateur maintenant en Pologne, il a fait plein de films et tout, et j'adore voir en fait c'est ce qu'on disait avec Balaké. Moi en fait les histoires nationales, ce qui m'intéresse, c'est les histoires fortes d'amitié, de famille, mais des toutes petites choses à toute petite échelle. J'aime pas parler des choses en grande échelle parce qu'on la maîtrise pas. Mais l'échelle humaine, c'est-à-dire une personne tombe amoureux d'une fille et va venir en Pologne et tout d'un coup il va découvrir qu'il y a plein de choses qui se passent. Un autre va retourner pour se dire mes parents ont vécu dur pour me faire grandir en France, mais moi je veux voir, maintenant la Pologne est en train de retrouver des choses, donc j'ai envie de faire quelque chose ici. D'autres personnes, moi en tant que juif ashkénaze, j'ai perdu mes arrière-grands-parents en camp ici, donc ils n'étaient pas polonais, ils étaient biélorusses, mais ils étaient à Paris. Donc pour moi, c'est ce que j'ai dit une fois dans une interview, j'ai dit c'est important de retourner ici pour dire voilà, on est en vie et on avance et on fait des choses pour que jamais ce genre de choses, que ça soit le bloc, que ça soit la dictature, que ça soit l'ultra-violence, que ça soit la faim, que ça soit comme j'ai dit sur scène, j'ai dit quand tu lis l'histoire, tu te rends compte à quel point la France, qui a toujours été un pays hyper vivant et tout, et a été un pays souvent lâche politiquement.
lâche pendant la Seconde Guerre mondiale, mais lâche avant. C'est-à-dire à l'époque de Napoléon. En Pologne, justement, le côté lâche de la France, oui, la Seconde Guerre. L'époque Napoléon, c'est honteux, quoi. Ils ont fait genre, wow. Et du coup, les Russes se sont bien vengés, ça c'est bien. On a payé cher parce que finalement, ce truc-là, ça allait jusqu'à Waterloo, quoi, tu vois. Vous avez une grande conscience historique au niveau de la Pologne. C'est rare de voir justement des Français qui connaissent autant l'histoire de la Pologne. On aime bien l'histoire, on aime bien tous les deux parler de l'histoire, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien lire des livres qui parlent des choses du 16e, 17e siècle, 18e, parce que dans les trains, je lis toujours, et en fait... c'est souvent dans le train, je suppose. Et nous, c'est une tradition orale. Donc avec Balaké, lui, c'est la tradition orale que j'adore aussi. C'est-à-dire que Balaké, il va se méfier des livres parce que les grands artistes, comme avant en Europe, quand on avait des choses écrites, ça veut dire qu'on n'avait pas de mémoire et qu'on n'était pas très bon pour retenir les choses. Donc moi, j'aime bien les deux. On parle tous les deux, on apprend. Et j'aime bien aussi les livres pour voir qu'est-ce qu'une personne a dit à tel moment et comment c'est imprimé et tout. Donc là, en ce moment, je lisais vraiment Chateaubriand à fond, et lui il parle beaucoup de cette histoire-là. Mais après, j'ai lu d'autres livres après, j'ai aussi lu des livres que j'adorais de l'écrivain merveilleux, enfin moi que j'adore, Kundera, l'écrivain tchèque. Et lui il parle par exemple en France, un truc qui m'a toujours fait rire, c'est comment à des grands dîners à table, des gens mélangent la Pologne avec la Hongrie, avec la Tchéquie, mais c'est drôle. C'est tellement drôle, il dit cet écrivain, et les personnes sont un peu gênées en disant mais vous savez, là vous parlez d'un musicien polonais, c'est pas un musicien tchèque, et inversement, on parle de Gombrowicz ou quelqu'un en disant ah mais non, c'est cet écrivain hongrois incroyable, et il dit non, il est polonais, excusez-moi. Et en fait ça nous intéresse aussi parce que c'est la même chose en Afrique. Souvent les gens parlent de l'Afrique, oui. Ils parlent de l'Afrique globale alors qu'ils voient pas qu'à 20 km... Il y a des détails et puis il y a des races qui n'ont même pas... Ça, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens ici de l'Afrique. J'ai dit oui, je connais le Mali, un peu le manding. Donc là, c'est une côté de l'Afrique, donc c'est pas l'Afrique globale, quoi. Même il y a des Afrique du Sud et puis Afrique centrale. Moi, je connais pas beaucoup, mais c'est pas la même mentalité ni la même vision des choses. Donc là, c'est un peu tendu, quoi. Les stéréotypes, ils sont drôles. On peut te raconter des trucs. Oui. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à imaginer, même certains Africains à Paris, des jeunes qui ont grandi en France, ils se disent souvent Africa, Unity et tout ça, Unity et tout. Mais quand tu connais vraiment l'Afrique, nous, on a fait des concerts. Par exemple, une fois, on était en Afrique centrale. Et il y avait un copain à nous qui est un très grand musicien qui s'appelle Patrick Bébé, qui est le fils de Francis Bébé, donc c'est une famille de musiciens camerounaises incroyables. Et on était au Gabon et on jouait avec plein de musiciens traditionnels mais très forts, des gens merveilleux, dont une personne que je connaissais qui s'appelle Papé Zengi qui joue la harpe, une harpe funéraire très ancienne. Et je me suis dit, tiens, ça va être intéressant parce qu'il va voir Balaké, et donc comme Balaké joue la kora et que lui il joue une harpe spéciale, ça va être intéressant. Et tous les autres musiciens gabonais, ça se passait très bien et tout. Mais lui, il a eu ce réflexe, qui est un gros réflexe qui existe, c'est à 20 km de chez moi, rien ne m'intéresse, sauf les blancs, mais pour une histoire d'argent, pour une histoire de se dire, oui, quand je vois Vincent, je vais gagner un peu plus, donc là ça vaut le coup. Mais sinon, tout le reste de l'Afrique, pour lui, c'est ennemi. D'accord. Donc ça... Les gens qui pensent que des réflexes nationalistes ou des réflexes de famille ou tribal, ça existe qu'en Europe, ils se trompent. Malheureusement, on est obligé de parler de ça dans tous les pays qu'on rencontre, c'est-à-dire en Asie, ailleurs. On est accueilli quelque part, on va nous dire ah mais non, mais la ville à côté, ils n'ont rien à voir avec nous. Et tu es obligé de dire oui, ils n'ont rien à voir, mais c'est intéressant justement de faire des choses ensemble, parce que c'est comme ça qu'on fait des belles choses. Et et nous, quand on joue tous les deux, les gens nous disent ouais, alors. Là, c'est les traditions et tout. Et en fait, tradition, c'est déjà apprendre à écouter l'autre et voir pourquoi il est confortable de cette manière-là et en quoi c'est bien. Moi, c'est ça que j'aime dans la culture. D'accord, justement, en parlant de jouer ensemble, je trouve que sur scène, ça se compose super bien, vos deux instruments et puis vos deux personnalités. Et puis je me demandais si au début, quand vous avez commencé, est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de conflit un petit peu? Est-ce que le dialogue a été tout de suite évident, ou est-ce que vous avez besoin de temps pour que ça se mette en place, etc. On a toujours besoin de temps.
Et en même temps, Balaguer va te dire, mais quand on jouait, la première fois on a joué, ma voisine, qui est une vieille dame qui fait des bijoux et qui est joaillère, quoi, elle est dans la cour juste à côté de là où on jouait, elle est venue, elle a dit, mais c'était incroyable, alors que c'était les premières fois, on jouait tous les deux comme ça, et en fait on n'a jamais vraiment parlé, quand on joue on parle pas, on parle pour discuter, mais... Vous parlez pas, mais musicalement vous parlez. Voilà, mais du coup on a la patience. Parce qu'on joue, s'il y a quelque chose Balaguer, il va pas dire ah tu t'es trompé, alors plein de fois j'étais à décaler, mais il faisait un petit signe de regard et au bout d'un moment quand on se connaît, je vois que le regard veut dire oh là Justement, j'ai remarqué que vous regardiez souvent Balaguer sur scène. Totalement, et ça change totalement le regard justement. Il y a un regard de la part pour regarder Balaguer qui est énorme, et Balaguer c'est plus dans la kora en train de jouer, enfin le regard est totalement différent et c'est super intéressant. Ah oui. Ça c'est vrai, mais on peut. Vas-y, ça m'intéresse d'avoir. Oui, en fait, là, c'est ce qu'il a dit. Et les mots même, quoi. Et le musicien classique, donc c'est facile quand tu l'écris. Là, on a évité ça. Donc, juste prendre du temps, essayer de mettre dedans. Parce qu'en Afrique, nous, on a certaines choses, mais ici, sur l'Europe, il dit les choses tout de suite, mais nous, on te laisse parce que. Là, pour moi, c'est la honte. Donc là, je t'ai fait un signe pour que là, tu puisses comprendre. Donc il a compris sa vie de faire. Voilà. Donc, politesse. Voilà. Dans la culture bambara, on peut dire bamané, c'est très mal vu de dire à une personne devant tout le monde, tu t'es trompé et tout. Nous, en Europe, tu vois, la tradition, par exemple, des grands orchestres, même en Pologne et tout, c'était vraiment le Concertmeister, le chef à l'allemande un peu qui disait ouais, là, t'as joué faux, mets tes doigts comme ça. Et moi, j'avais ça au conservatoire, c'était l'école dure. Et en fait, au début, il m'a fallu ce temps, heureusement, parce que je vous racontais, il y a un truc qui était drôle par rapport à de comprendre. J'ai l'impression dans son regard que j'ai marché dans la merde, mais il va pas me le dire. Il va pas me dire que j'ai fait la... Mais ça fait un peu ça, quoi. J'ai l'impression que j'ai une grosse tache sur le dos et que je suis un abruti, mais il va pas me le dire, c'est à moi de le trouver tout seul. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est parce que je vois énormément de jeunes Français qui vont un mois au Mali et qui reviennent en disant ouais, je joue la musique africaine, génial, j'ai travaillé avec ce grand maître, et il m'a dit que j'étais fantastique et tout, et en fait la personne n'a rien compris. Elle n'a pas compris que personne lui a dit qu'il était nul, donc, mais derrière les gens ils vont dire ouf, c'est un peu... Mais devant on va jamais lui dire, donc lui il peut penser qu'il est très fort en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est une belle école. Oui. Mais au final, le résultat est génial, mais est-ce que vous improvisez sur scène ou ouais, ce que je me disais. Là justement, il y a pas mal de morceaux préétablis, préécrits, ou c'est beaucoup d'improvisation. On vient de le dire. Ouais, mais là sur ce qui... Non, mais on n'a jamais rien écrit. Il n'y a jamais rien qui est écrit. Ça c'est sûr, on n'a jamais rien écrit. Okay. On a toujours parlé, on a toujours joué en disant voilà, on joue comme ça. Et par contre, ouais, les grandes lignes, c'est ça. Et par contre, il y a des, c'est le jeu, on a des secrets entre nous deux que même ces copains musiciens maliens ils peuvent pas suivre comme nous on suit, et moi c'est pareil, j'ai mes copains français, c'est-à-dire que jamais je pourrais dire ouais on va remplacer les joueurs de kora et jouer le duo, et ils pourraient pas appeler un violoncelliste et dire ouais. C'est impossible. Non, c'est impossible, non, ça marche pas. Non, après je suppose aussi vous avez quelques automatismes, ça fait des années que vous jouez ensemble, donc vous connaissez. C'est des codes, absolument. Mais de toute façon c'est comme le jazz, c'est comme quand tu entends Duke Ellington, tu écoutes même sur 10 ans, ou je te tutoie, mais sur 15 ans ou 20 ans, tu entends que les solos c'est presque les mêmes, mais c'est improvisé. Mais les types ils jouent depuis tant d'années ensemble qu'il y a plein de gestes qui font hop, et là c'est ce qu'on fait, on va pas casser ça du coup. Quand on voit qu'il y a un chemin qui est génial par là, on dit on va reprendre là parce que c'est trop bien. Et là on sait que le chemin, il y a cette chute d'eau qui arrive et cette rivière, et ben on prend la rivière, on arrive là, tu vois. C'est comme un endroit où tu as passé du bon temps en vacances, tu vas pas dire j'y vais pas. Mais par contre là où tu t'es planté, tu y vas pas. Mais justement comme ça fait presque 8 ans que vous connaissez par rapport au premier contact de jazz. Ou même plus longtemps, ouais. Depuis 2005, c'est ça à peu près. Mais vous jouez souvent ensemble, c'est en 2009, mais on a fait plus de, je sais pas, on a dit combien de concerts, plus de 300-400 concerts. 400, ouais. Ah ouais, ok. Ça c'est énorme. Et est-ce qu'il y a un concert qui vous a plus marqué que les autres, un endroit, un public? Il y en a beaucoup. Oui.
c'est difficile de choisir. Mais je sais pas, il y en a. S'il y a des endroits, c'est-à-dire que quand on joue au Brésil, on est hyper content de jouer là-bas parce qu'on a vraiment des amis forts. Après, on aime bien jouer en Afrique quand on est au Mali. Mais au Mali, on joue même devant chez Balaké. C'est pas parce que l'idée de concert, ça veut pas dire la même chose quand tu es au Mali. D'accord. Ou au Sénégal ou ailleurs. Il y a la musique qui est dehors et tu joues pour les amis le soir. Et tout. Voilà. Chacun on s'assoit sur un petit banc et tout le monde arrive. Quoi. À Paris, il y a un concert où j'étais hyper fier. C'est une salle que vous connaissez qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées. Et en fait, cette salle-là, c'est là où a été créé Stravinsky, le Sacre du Printemps, tu vois, enfin des grands événements de la musique classique. Et en fait, on était invités à jouer là tous les deux pour faire notre concert. C'était complet et tout, on était contents. Et là, il y avait un musicien, le concierge était malien du Théâtre des Champs-Élysées. Il était hyper ému, à la fin du concert, il était en larmes et il me dit « Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dans ce théâtre. C'est la première fois qu'un musicien malien, mandingue, joue de la musique avec la chorale chez nous au Théâtre des Champs-Élysées. » Il était tellement fier. Et nous, on était fiers de ça aussi. Parce qu'il y avait comment il s'appelle, Christiane Taubira, tout ça qui était dans la salle. Et les gens nous soutenaient vachement. Et en même temps, on était là. Ouais, dans un sens, pour moi, il y a un sens très important. C'est par rapport à notre travail. C'est qu'on joue un jeu d'économie de moyens, on n'est que deux. On a 2 instruments doux, on joue pas fort. On peut jouer dans les salles acoustiques, même si les gens se taisent et tout ça. Et donc, ce qu'on voulait, c'est que on a joué énormément dans tous les endroits difficiles, c'est-à-dire des cités, toutes les cités de banlieue, on l'a fait. On a aidé les enfants, on a fait les ateliers. On a joué dans les endroits en Afrique du Nord ou en Turquie ou ailleurs où franchement c'était long de faire les voyages, on était content de jouer en concert, donc on était content qu'il y ait quand même une reconnaissance un peu de Paris, que ça soit pas l'idée toujours du Mali comme de la musique qui va être jouée en banlieue avec beaucoup de volume, avec des tambours et tout ça, alors que c'est un stéréotype. Il y a toutes les musiques partout, tu peux aller en Asie, en Inde d'ailleurs, il y a des musiques pour réfléchir, des musiques pour rêver, des musiques pour dormir, des musiques pour danser. La musique en soi, ça veut pas dire grand chose, c'est plus qu'est-ce que tu fais avec ces sons et qu'est-ce que tu en fais pour ton corps, pour ton bien-être. Et ça, nous, on est content de ça maintenant. Mais justement, je voulais dire quelque chose par rapport à la kora. Il y a un joueur ici, il vient de Gambie, c'est Bouba Kouyaté. Et il paraît que son père, c'était un grand joueur de kora. Et donc, ouais, j'ai écouté pas mal de fois. Est-ce que tu connais ce nom-là ou... Oui, Bouba Kouyaté, c'est un cousin, mais cousin un peu lointain parce que moi, ma mère, elle est sénégalaise. Voilà. Donc, tous les joueurs de kora, donc surtout les familles Kouyaté, donc ça, c'est des grands Nyamakala aussi donc ils sont très importants dans notre société. Voilà. Donc Bouba Kouyaté, là je ne le connais pas de vue, mais quand même on est proche. Nyamakala, c'est le nom, parce qu'en fait les gens disent griot, mais Nyamakala c'est un des noms qui veut vraiment dire en langue des gens comme les djeli du même sang, et c'est comme une confrère, pas une confrère, non, c'est comme une caste. Tu nais comme ça, tu peux rien faire. Il s'appelle Kouyaté, lui il s'appelle Djeli Moussa, donc on dit Balaké, mais c'est Djeli Moussa son prénom. Tu nais dans cette caste, tu peux pas dire je veux devenir griot. Donc Kouyaté, c'est obligé, quand tu t'appelles Kouyaté, c'est ça, un Kouyaté il est obligé d'être Nyamakala. Ouais. C'est griot, c'est Nyamakala quoi. Voilà. Parce que justement, j'ai lu une interview sur toi et j'avais vu un truc comme quoi, c'est ton père qui jouait de ça. Et après, il voulait pas, quand tu étais enfant, que tu joues pas de... Je crois qu'il y avait un... Enfin, tu as appris plus en autodidacte d'après ce que j'ai vu sur l'interview. Après, je me suis peut-être trompé. Hein. Oui, là, c'était ça, parce que son idée, il voulait que là, il sait bien que j'ai déjà la kora. Donc, il veut pas... Là, je suis très content de ça aussi, parce qu'il ne veut pas me dire « fais ça ». Donc, c'est moi-même qui l'ai choisi. Donc c'est ça qui est très important. Mais pour moi, en tant que là, j'étais très jeune, mais on ne peut pas toucher ton instrument que tu ne connais pas. Bon, pour moi, là, j'ai en train de lui voler, mais ils savent ça. Ouais, parce que moi, là, j'avais la deuxième clé. Donc si lui il part au travail, donc moi je rentre ça.
maman était dans sa chambre et lui il avait une clé et quand son père était pas là il pouvait piquer la kora et jouer quoi. Et son père il le savait quand même quoi. Mais en même temps il faut savoir sur autodidacte parce que les gens aussi ils pensent toujours de façon un peu européenne mais en Afrique t'as pas des cours d'instruments comme ça n'existe pas. Les gens mais c'est pas fait par hasard. En fait ils veulent. En fait c'est pour ça. Pourquoi tu as des très très grands sportifs africains? Pourquoi tu as des très grands artisans africains? Pourquoi? Parce qu'il y a ce truc énorme on veut déjà voir avant quoi que ce soit comment l'enfant il se débrouille tout seul. Comment il arrive par rapport à d'autres petits, leur dire moi je peux le faire. Moi j'ai connu des petits comme ça au Mali, tu les vois devant leurs copains ils sont là ouais moi je peux le faire. Et là les autres sont là vas-y fais-le. Et là il le fait et t'es là. Et toi quand tu regardes de loin t'es là le petit mais il t'a pas vu. Mais tu repères déjà que c'est comme ça qu'ils avaient repéré Balaké. Mais c'est pas un truc où donc les gens qui disent oui j'ai appris par ma mère et mon père c'est vrai mais c'est pas comme en France où t'auras jamais moi j'ai jamais vu. Pourtant, souvent, je suis dans la rue et c'est un quartier où il y a beaucoup de Nyamakala, ils sont tous là. Et donc, je vois comment ils sont avec leurs enfants et tout ça. Jamais tu vois quelqu'un, mais ça va être discret. Ça va pas être. Mais par contre, tu vois que l'enfant, il entend toutes les cérémonies de mariage. À chaque fois, il voit ses parents partir, rentrer. La nuit, il les voit répéter, écouter. Donc, il est complètement imprégné, en fait. Et il y avait ça dans la culture au XVIIe siècle en Europe. Puisque par exemple Bach, c'était 300 Bach, tu vois, il n'y avait pas un Jean-Sébastien Bach, c'était 300 personnes qui s'appelaient Bach et c'était tous des musiciens. Et c'était pareil que les Djeli, ils étaient dans un village et ils disaient lui il va aller là, lui il va aller là, pour vivre lui il va aller là, ils se filaient les informations entre eux. Et personne ne pouvait rendre Bach, ils écrivaient des lettres en disant non il faut prendre un Bach, sinon si vous prenez un autre musicien ça va pas le faire, ça va pas marcher. C'était très corporatiste parce que c'est une survie. C'était une façon de... Il y avait énormément ça, il y avait des villages en France, Couperin par exemple, François Couperin, Louis Couperin, ça. Il venait d'un village, Chaumont-Brie, tu avais 300 musiciens dans un village de 600 personnes, donc la moitié du village c'était des musiciens quoi. En Auvergne, tu avais des endroits comme ça, il y avait que des accordéonistes, tout ça, enfin, ça a disparu. Et ça disparaîtra en Afrique aussi forcément parce que c'est très difficile, c'est une situation difficile. Ça disparaîtra pas dans le sens qu'on a dit, ça disparaîtra jamais. Mais c'est pas la même chose que par exemple en Gambie, c'est là où vient la Kora. Tu as des endroits où il y avait, Balaké m'a dit, tu as des endroits où tu as un village où c'est que des Nyamakala et ils jouent tous pratiquement. D'accord. Même il y a un endroit au Mali que là nous on est parti jouer là-bas. C'est des super musiciens. Moi tellement là j'ai Et depuis à la rentrée du village, il vient avec leurs instruments, il chante la belle voix. Non, magnifique. Moi là j'étais ému quoi, parce que là j'ai dit mais pourquoi ils nous invitent et même là, ce sont nos meilleurs quoi. Ah oui. Ah oui. Ça tu vois c'est beau quoi. Moi tellement j'étais là j'achète du thé là je les donne donc parce que ils jouent donc moi j'ai l'expérience mais quand même là ce sont de super musiciens donc moi je l'écoute donc ça m'apporte plein de choses. Ils ont des techniques là, tu ne peux pas croire. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est en train de se perdre. Parce que toujours avec, c'est ça que je dis, avec notre l'actuelle politique qui est au Mali maintenant, donc il ne soutient pas bien la culture là, pour que ça soit. Là, je suis un peu dessus, mais quand même, là, c'est ça, parce que c'est un peu dur, quoi. Bon, là, je comprends aussi, parce qu'il dit. Ils ne gagnent rien dedans, donc ils ne s'adressent pas. Donc ils font autre chose. Voilà. L'idée, par exemple, ça ne sert à rien de dire ouais, on va faire comme en Europe, des centres culturels. Dans un village, on fait une salle ou une école, et en même temps, la vraie culture, et ils les laissent à la rue et les gens ne s'intéressent pas. Et par contre, ils disent ouais, on va faire un centre culturel, et il y aura 3 jeunes qui vont faire comme en France, du faux hip-hop américain, alors que c'est pas leur culture. Mais par contre, les gens qui étaient bons dans les enfants, personne ne leur donne rien à manger quoi. Même là c'est tout récent, au Mali il y a l'école de musique, il n'y a aucun instrument malien quoi, mais c'est tout récent. Et puis il n'y a même pas de professeurs quoi. Là c'est un peu, là, moi je trouve ça, là c'est ça que je dis, le directeur, je dis attends là c'est nul ça. Il y a des bons joueurs, il y a des Ngoni, il y a la Kora, il y a du Bala, et il y a plein d'instruments, mais il faut trouver des gens aussi donc, qui
peu. Voilà. Non, mais c'est en tout cas parler avec vous, c'est vraiment magique. On a l'impression de vivre la musique, quoi. Ouais, non, mais... comprends bien, oui. Non, mais... merci beaucoup. Sinon, pour en revenir par rapport à la Pologne, en venant et en parlant, il y a une chose aussi, à chaque fois, parce que là, on est arrivé hier, et quand tu arrives, la première chose que tu vois, et surtout que moi, j'étais venu la première fois à cause du violoncelle classique, il y avait des échanges avec les académies, tu vois. Donc nous, on allait jouer dans les pays de l'Est avec l'orchestre de la communauté européenne, enfin des jeunes. Et en fait, c'était dans les années avant la chute du mur et tout ça, tu vois. C'était vraiment rien à voir. Donc moi, j'ai connu les années aussi bien en Union soviétique qu'en Roumanie qu'ici, où vraiment j'avais presque de la peine pour mes collègues violoncellistes qui avaient 16 ans, 15 ans comme moi. Et on voyait les mecs, quand ils venaient à Paris, ils remplissaient leur violoncelle de cigarettes, tu vois, pour revenir. C'était vraiment une autre époque. Donc là, quand je suis là, en étant venu en 2007, en venant en 2012 et en venant là, et à chaque fois, je vois... Ça change beaucoup. Hein. Oui, et puis surtout, je vois, ça se développe beaucoup, et c'est impressionnant, et il y a plein de choses créatives et tout ça, et tu le vois, et tu le sens, il n'y a pas besoin de... Ça se respire en voyant les jeunes, la façon dont ils... Quand on voit les gens au premier rang qui écoutent les concerts, tu vois tout de suite si les gens ils sont hyper actifs artistiquement. Et comme la Pologne a toujours été, de toute manière, donc du coup, tu le ressens. Par contre, le truc qu'on voit par rapport aux difficultés qu'il y a en ce moment politique et tout, hyper réactionnaire, ou trucs comme ça, le truc que je comprends, c'est que nous, quand on est arrivé, par exemple avec Balaké, quand tu fais la route de l'aéroport au centre-ville, tu vois que tout est nickel, mais nickel de chez nickel, c'est presque comme en Suisse, quoi. Et en même temps, tu vois tous les jeunes Polonais qui ont leurs parents qui ont travaillé ou en Europe ou en Angleterre dur, parce que moi j'ai des copains qui travaillent en Angleterre ou à Paris, mais hyper dur sur des chantiers et tout, pour ramener, pour dire ici. Et qu'en même temps, quand on rentre à Paris, on voit le désastre que c'est sur le périph', tellement c'est sale, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse, les gens respectent rien et tout. Donc t'as envie de dire, moi je suis hyper pro-européen, et j'ai envie de dire, ouais, il faut comprendre, il faut pas seulement dire on fait ça et si on veut que les pays de l'Est, ils aient pas ces réflexes justement réactionnaires, parce qu'ils ont vu les attentats d'ici aussi, comme ils ont vu les attentats et tout ça, mais avec une toute petite distance, mais en disant c'est nos voisins, ça fait peur, parce que moi j'étais quand il y avait Bataclan, tout ça, le Bataclan c'est mon promoteur, c'est-à-dire mon tourneur, c'est lui qui gère le Bataclan. Donc moi j'étais à la République le jour du Bataclan, le soir, c'était hyper violent, donc j'imagine ici ça doit être hyper violent. Donc ce qu'il faut dire aux gens c'est, ça c'est les trucs terroristes, on a toujours eu du terrorisme partout dans le monde, il faut pas, mais par contre il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne de vous, c'est comment faire pour que des villes énormes, ou tout comme Londres, comme Paris, comme Berlin, comment faire pour que ces villes, elles restent quand même un peu comme vous, c'est-à-dire avec une attention. C'est-à-dire une attention de... On va pas jeter des trucs n'importe où dans la rue parce que le mec il vient de refaire la rue et qu'on connaît le balayeur et voilà. À Paris, les balayeurs ils deviennent fous, quoi. C'est-à-dire que les mecs qui travaillent à Paris à la voirie ils deviennent fous parce que tout le monde jette tout partout. Et ça fait que... On a des réflexes hyper violents maintenant entre les gens, dans les immeubles, dans les trucs, les gens en peuvent plus, Balaké il peut te dire en banlieue et tout, c'est vraiment... Et les gens, par exemple, quand tu es au Mali, c'est chaque rue, c'est les gens qui parlent pour la rue, pas pour la rue à côté. C'est pas comme une ville, parce que c'est comme ça que ça a toujours été. Donc les gens, ils se voient entre voisins, ils disent on va améliorer ça ici. Pas... D'accord. Mais ici, quand tu vois, ici, ils ont réussi à... Moi, je trouve, parce qu'on l'a vu ça, on l'a vu ici, mais on l'a vu, moi je le vois en Slovénie, je le vois en Slovaquie, en Tchéquie. Tu marches dans la rue, mais tu crois pas, quoi. Tu es comme en Suisse, quoi. Et il y a peut-être des endroits plus durs que je connais pas, hein, mais globalement, ça va, quoi. Et quand tu rentres, nous, quand on rentre, parce que moi, j'ai pas de voiture, tu vois, je prends le RER et tout. Tu vois la différence? C'est dur. C'est juste une question de sens commun. Et donc je pense que si nous en Europe, on apprenait plus à dire on fait les trucs, on essaie de respecter et de bien faire que le périph' soit beau, du coup je pense que ça affectera sur le fait que les gens, ils auront moins ce réflexe nationaliste de dire ah on veut pas ce bordel comme on a connu, parce qu'ils ont travaillé là-bas, ils voient, hein. Moi je vois les mecs qui sont de pays de l'Est qui travaillent à Paris, il y en a plein qui viennent travailler, ils me disent putain mais c'est l'enfer, les chantiers, le matos c'est pas bon, dès que je fais quelque chose derrière il y a les mecs qui cassent ou qui piquent les fils électriques, tu vois, il y a tout ce truc de... Et donc ça les énerve. Et moi quand j'ai vu des mecs quand j'étais joué à Lublin, qui est beaucoup plus pauvre, enfin j'ai remarqué sur la route, tu vois les gens qui construisent des trucs, ils font vachement gaffe, les toutes petites maisons qu'ils ont construites, pour eux c'est comme un paradis, quoi. Et j'ai vu la même chose en Roumanie, tu vois, des maisons construites par des gens qui ont travaillé dur, ils n'ont pas envie du tout que ça soit... Donc ils vont avoir un réflexe que j'imagine un peu de peur, quoi.
Et donc en fait ce qu'il faut montrer peut-être ça sera les jeunes générations, mais profiter des bonnes choses de chaque pays pour dire voilà, nous on a ça, en Italie on a vécu, regardez, on a la cool, on a une super nourriture, regardez ce qu'on fait. C'est un peu des caricatures ce que je dis, mais il y a un peu de ça quand même, dans le sens que nous quand on voyage, à chaque fois je regarde et je me dis putain mais ils ont raison là de faire ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais le temps que j'en parle à mes enfants et tout, c'est long. Leur dire mais non, je vous jure ça marche, les gens je les vois le faire et tout, sur des petits détails. Et en fait, nous là ici quand tu parles en Paris des gens, ils voient que des réactionnaires en Pologne ou en Hongrie, alors que c'est pas du tout le cas. Mais ils voient que ça comme une image de télé en disant ils savent, oui parce qu'il y a un réflexe, mais c'est cliché, tu peux aussi, voilà, mais en même temps au niveau des voix c'est sûr que ça y est, mais moi je pense que si on arrive à améliorer des situations vraiment économiques et d'organisation, ça baisse forcément le côté nationaliste, protectionniste, il monte toujours quand il y a des conflits ou quand il y a des problèmes. Et il faut arriver à empêcher ça, c'est très compliqué. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a ces festivals et c'est pour ça aussi de dire voilà, l'Afrique, c'est pas que des immigrants quoi. C'est pour ça qu'on fait aussi ce projet, c'est pour montrer qu'il y a aussi autre chose quoi. Parce qu'il y a une autre vie quoi. Il faut bien se dire que plein de choses qu'on fait et qu'on utilise, c'est pas de l'Afrique ancestrale dont je parle, hein, c'est pas des trucs, c'est au quotidien. Je veux te dire, chaque jour, mes copains africains, j'apprends énormément de choses nouvelles, pas des choses anciennes, pas des choses, des façons de faire, des façons de vivre en société, des façons. Il faut que, si on n'en prend pas compte et qu'on prend des stéréotypes, ça va pas marcher. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien l'Amérique du Sud aussi, parce en Amérique du Sud, il y a beaucoup de choses nouvelles, très intéressantes qui se passent du côté de la jeunesse, des créations artistiques. Là, j'ai vu qu'il y avait des Colombiens qui sont venus jouer en Colombie, et on a joué, c'était super, il y avait énormément de choses. Voilà. Je pense que pour finir, c'est une belle conclusion. Totalement. Et non, mais parce que vous. Ah, merci beaucoup. Non, vous représentez vraiment cette mixité, cet échange. Franchement, votre duo, énorme, quoi. Énorme. Merci. J'avais déjà vu avec Boom Cello, j'avais vu une fois en concert. J'étais dans les rêves. Et là, revoir. Et c'était où avec Boom Cello? Je sais plus, dans une salle parisienne. Toi, tu es parisien? Ouais, d'origine, ouais. Ouais. Mais je sais plus T'as du tout. T'as grandi dans quel quartier à Paris alors? Moi je suis la banlieue chic, moi. Moi je suis de Neuilly-sur-Seine, moi. Ah, il était à Neuilly. La salle où on joue de temps en temps, mais très rare, la belle salle. Là. Tu sais, il y a une salle à Neuilly qui est à côté du conservatoire. Une salle un peu début du XXe siècle, quoi. Ça fait 10 ans que je suis pas trop là-bas, mais. Avec Neuilly, mais c'est là où il y a la SACEM. C'est le beau quartier, ouais, voilà. Par contre, je suis 94. Val-de-Marne. Val-de-Marne, Où Créteil, tout ça. Ah ouais. Mon fils il jouait au PFC, donc il jouait au début quand il était district, il jouait Val-de-Marne, après ils étaient 14 fédéraux et tout, mais au début il jouait, je connais tout le Val-de-Marne par les stades, tous les stades, Lusitanos, Créteil. Ouais, Lusitanos, ouais. Cool. Merci beaucoup.